Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons discuter un petit peu des Bridgerton et d'à quel point au final la bonne majorité des hommes dans la série télévisée, j'entends bien, sont au final très foireux, d'immenses red flags gigantesques qu'il vaut mieux effectivement éviter, et on va les prendre d'ailleurs à titre d'exemple afin que vous voyez que finalement ils ont l'air très attirants, etc., etc. Mais au final, est-ce que ce sont de bons partis finalement? Eh bien, la réponse est non pour beaucoup. Après, ce que je vais exprimer ici, c'est avant tout, eh bien, un point de vue personnel. Bien entendu, ce n'est pas une vérité unique, mais c'est un point de vue avec beaucoup de recul de la part d'une femme qui a rencontré un certain nombre de personnes, notamment en rendez-vous, et qui peut vous assurer déjà qu'il y a des prémices dans la série des Chroniques de Bridgerton. Eh bien, il y a effectivement dans la série des Bridgerton de nombreux indices que finalement les personnages à l'intérieur sont très foireux, et là on va se concentrer principalement sur les hommes représentés à l'intérieur en la qualité de plusieurs hommes différents qui font partie des personnages principaux ou secondaires de la série télévisée, bien entendu. Et on va commencer tout de suite avec un chouchou particulièrement de la série télévisée, qui est tout simplement Anthony Bridgerton, qui, à mon sens, eh bien, est l'archétype parfait du coureur de jupons, pour ne pas dire un autre mot, qui commence par un F et qui finit par cœur. J'éviterai de dire des mots trop insultants aujourd'hui, même si je risque d'avoir des mots fort durs pour la plupart des personnages ici. Après, le but c'est de montrer que ce sont des parties qui ne sont pas spécialement finalement si bons que ça, et pas forcément de descendre les acteurs en soi, parce que c'est pas les acteurs le problème ce sont les personnages, et à quel point en réalité ils peuvent biaiser énormément le point de vue et la vision qu'on peut avoir sur des gentlemen ou un homme avec qui on pourra établir une relation sérieuse. Et c'est pour ça que je parle également de ça ici, parce que c'est très intéressant de voir à quel point on romantise beaucoup de choses dans des séries télévisées ou dans des films qui au final ne sont pas si bien, et voire même très dysfonctionnels. Et c'est ce qui se passe notamment avec Anthony Bridgerton, où là vous avez l'archétype même du coureur de jupons, qui est quand même responsable, mais en même temps très irresponsable. Parce que d'un côté, vous avez quelqu'un qui a des responsabilités envers sa famille, etc. Et ça c'est une chose, et ça c'est quelque chose qu'il fait réellement. Mais dans sa vie privée, il a quand même tendance à être très inconséquent, très inconsistant aussi, et très irresponsable. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, notamment avec la première personne avec laquelle on va le voir dans la série, qui fait d'ailleurs partie de l'ouverture du premier épisode de la première saison. On voit qu'il est clairement en plein rapport charnel avec Sienna, qui est une cantatrice qui fait partie du peuple et pas du tout de la noblesse, qui n'a pas de titre, qui n'a personne pour la protéger, etc. Et il va quand même aller avec elle, alors qu'il sait très bien que d'un point de vue de son statut et de leur vie, de leur société, à aucun moment cette relation n'est viable, et à aucun moment ce ne sera quelque chose de probant et de sérieux. Et c'est ce qui me fait dire qu'au final c'est quand même quelqu'un qui aime se montrer comme responsable, mais qui dans sa vie privée ne l'est pas tellement. D'ailleurs on le voit notamment dans la saison 2, où au final il se met à courtiser la sœur des Sharma, c'est-à-dire il y a Kate et il y a la deuxième, et il va du coup essayer de courtiser la petite sœur. Mais au final, on voit bien qu'il est très attiré par Kate, mais qu'il essaye quand même de se marier, voire se fiancer, alors qu'il a quand même un rapport très trouble avec la première sœur dans la série. Et on voit clairement que c'est quelqu'un qui est davantage tourné vers ses désirs que réellement tourné vers le fait de choisir une partenaire viable. Et on voit quand même beaucoup d'éléments dans la série qui finissent par nous faire dire qu'effectivement c'est un libertin. C'est un libertin qui il fait ce qu'il veut, on s'entend, mais il s'implique quand même avec des personnes en leur faisant croire qu'au final ça sera possible, alors que c'est pas du tout le cas, et qui va jusqu'à au final s'impliquer et se mariera d'ailleurs avec Kate Sharma
à la fin de la saison 2, mais on voit quand même qu'au final c'est quelqu'un qui dit quelque chose mais qui fait complètement l'inverse et qui au final se retrouve à aller vers Kate parce que on leur a pris la main dans le sac et qui ne pourra plus éviter ça. Il y a un côté très dissimulateur et très évitant d'une certaine manière parce qu'il sait très bien que il commence à avoir des sentiments pour Kate et au final il va quand même vers la petite sœur et il la demande en mariage. Et au final, c'est seulement devant l'hôtel parce que la sœur se rend compte de ce qui se passe entre Kate et lui, qu'au final, il finit par ne même pas être maître de sa destinée. C'est quelqu'un d'autre qui lui dit « Écoute, t'es en train de faire de la merde, j'annule le mariage ». Et c'est quand même parce que quelqu'un d'autre aura pris la décision à sa place et qu'il sera mis devant le fait accompli. Et à mon sens, ça c'est quand même un comportement très immature, très inconséquent, très inconsistant également, parce que il assume pas. En fait, c'est quelqu'un qui attend toujours que ce soit l'autre qui fasse le premier pas et surtout règle les problèmes qu'il a lui-même commencé à débuter. Parce que même avec sa relation avec Sienna, c'est Sienna qui met fin à la relation parce qu'elle voit bien que ça mène à rien et que ce qui se passe, c'est juste une perte de temps pour elle. Et qu'il lui fait croire monts et merveilles alors qu'il n'y a rien de tout ça qui va arriver. Et c'est toujours ça qui revient avec Anthony, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui choisit à sa place ce qui va se passer parce que lui n'est pas capable de prendre des décisions et de s'y tenir. De prendre des décisions pour son avenir de manière viable. Il y a aussi un côté irresponsable à ce niveau-là et c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que c'est pas tellement un bon parti. Colin. Alors déjà, sachez que dans la saison 3, quand il revient de son voyage en Grèce, etc., il m'a fait peur parce qu'il ressemblait énormément à Ken dans Barbie et Ken. Et comme j'ai une phobie des poupées, je vous assure que ça m'a un peu terrifiée sur le moment. Mais ça va, je traite ma phobie au moins. je vous assure, j'ai détesté son arrivée. Mais du coup, Colin, c'est quelqu'un déjà qui apparemment a dragué la moitié des filles de la ville, a quand même passé beaucoup de temps dans les maisons de plaisir, et qui au final a même été jusqu'à être plutôt méchant avec Penelope, ou notamment à la fin vers la fin de la saison 2, où il y a le bal des Featherington, il dit quand même, lui qui se disait son ami, être gentil avec elle, il s'est quand même mis à globalement l'humilier et à l'insulter dans son dos parce que les autres lui blaguaient sur le fait qu'il passait du temps avec elle et qu'il avait dansé avec elle, et il s'est quand même mis à dire que jamais de la vie il irait avec elle, vraiment très insultant, très méchant, alors qu'il aurait juste pu dire je la considère comme ma sœur. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est vraiment votre ami et gentil et quelqu'un qui est clairement opportuniste et pas spécialement gentil avec vous, parce que il disait qu'il la voyait comme son ami, mais au final, même si on vous fait une blague sur le fait que vous allez sortir, ou vous voulez sortir peut-être avec quelqu'un, si vous êtes vraiment son ami et que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et que vous aimez vraiment cette personne, même amicalement, à aucun moment vous ne l'insulterez dans son dos, vous direz juste c'est mon ami et vous allez vous tenir à ça. À aucun moment vous allez vous mettre à insulter, et c'est ce qui me fait dire qu'au final, Colin est un connard. Gentil connard, mais toujours un connard. D'une certaine manière, c'est pas quelqu'un de mauvais, Colin. Mais c'est quelqu'un qui a quand même tendance à dire beaucoup de merde et qui a tendance à faire beaucoup d'erreurs basiques, et surtout quelqu'un de très évitant mais aussi immature et irresponsable. C'est quelqu'un qui est même très envieux de la réussite des autres, parce qu'on voit notamment dans la saison 2 il est quand même très envieux par rapport aux réussites de ses frères, il a envie de faire ses preuves, etc. Et c'est une chose. Mais c'est quelqu'un qui va aussi devenir très jaloux et envieux du succès et du talent de Penelope dans la saison 3, et on voit que c'est quelqu'un qui est davantage tourné vers un côté très envieux de la réussite des autres. Mais d'un autre côté, il fait pas spécialement ce qu'il faut pour réussir. Il a tendance quand même à foncer tête baissée dans beaucoup de choses. Il est très sensible, c'est vrai, mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à faire quand même beaucoup de merde. Et il voit que Penelope lui plaît, mais au final, il va seulement parce que in extremis, elle est à la limite de se fiancer avec Lord Debling. D'ailleurs, on reparlera de Lord Debling après. Et à chaque fois, on voit ça. Et c'est très chiant au final, parce que c'est quelqu'un qui, au lieu de faire les choses bien,
au lieu d'être responsable, au lieu d'être consistant, il fait quand même un peu n'importe quoi. Même son annonce des fiançailles, elle est faite à l'arrache. Enfin, c'est toujours très brouillon et très chiant. Vous n'êtes pas encore abonné? Je vous invite à le faire dès à présent, si vous avez apprécié mon contenu bien entendu, et on va reprendre tout de suite ce petit intermède qui était fort utile, n'est-ce pas, pour vous abonner, parce que la chaîne grandit de plus en plus grâce à vous, et c'est un vrai plaisir de continuer. Bénédicte. Alors, je vous avoue que même si Bénédicte a tendance à frayer dans des milieux où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'amusements, etc. Parfois quelques entremises charnelles. Je pense sincèrement que Benedict Bridgerton est probablement le seul frère avec lequel je pense que je m'entendrai bien et avec qui, au final, il y a un couple viable à faire. Parce que c'est vrai que d'un côté, il a tendance un peu à être très artistique, très bohème de par certains aspects, mais c'est probablement aussi l'un des plus sages qu'il y ait, curieusement. Parce que c'est un vrai gentleman. Les autres aussi sont des gentlemen, mais pas autant que Benedict, qui est beaucoup plus gentleman. Il y a une sensation que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup plus gentil, beaucoup plus posé et beaucoup plus réfléchi que les deux autres frères. Parce que Anthony a un côté orgueilleux, Colin a un côté très immature, très éphémère, au final beaucoup de bruit pour rien, Colin. Et par contre, Bénédicte, c'est quelqu'un, ça se sent, qui a matière à créer une vie durable et une relation sérieuse avec lui, même si c'est quelqu'un qui peut être pris parfois entre deux eaux et être très tourné vers l'artistique, mais il a un côté très terre à terre, mais aussi très réfléchi, voire même un peu philosophe d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui n'a pas envie juste qu'on lui donne les choses sur un plateau d'argent. Il a tendance à vouloir quand même faire en sorte que les choses qui lui arrivent justement par ses efforts et pas forcément parce qu'il s'appelle Bridgerton. Le duc de Hastings, ou Bassett. Alors, c'est quelqu'un de bien. Il a un petit côté protecteur qui n'est pas sans éveiller, mais m'en est moi. Mais c'est quelqu'un aussi qui ment. Et là, c'est problématique parce que je veux bien que il est laissé quand même dans le flou, c'est un peu par omission qu'au final Daphné n'est pas au courant de pourquoi il peut pas avoir d'enfant, c'est pas tellement qu'il peut pas mais c'est qu'il n'en veut pas. Et en fait c'est ce côté mensonge par omission, qui reste des mensonges parce que même si c'est par omission ça reste des mensonges. Ça me dérange. Ça et le côté évitant où au final il y a un problème de communication et c'est très dérangeant parce que même si c'est quelqu'un qui fait peut-être partie des meilleures parties qu'il y a au final dans la chronique des Bridgerton, ça reste quelqu'un qui a menti de bien des manières. Lord Berbrook, faut-il encore le citer, cet affreux connard décérébré à la capacité émotionnelle et de réflexion d'un moineau, quoique je dirais que les moineaux sont peut-être plus intelligents, mais bon, passons. Immense connard, voilà, red flag gigantesque, limite tu aurais l'impression qu'il pourrait être fluorescent dans la nuit, tellement c'est un red flag. Les autres lords sont plutôt basiques, la plupart sont opportunistes, il y a des chasseurs de dot, des personnes qui ont beaucoup de dettes parce que ce sont des joueurs, vous avez des personnes qui ont des maîtresses à ne plus savoir qu'en faire, donc effectivement ils sont pas spécialement des gens à nommer, vous savez, à peine a-t-on fini de dire leur nom que déjà on l'a oublié, mais d'un autre côté ce sont des gens facilement à oublier, donc ça va avec. On va parler de Lord Dibling. Lord Dibling qui, à mon sens, est entre un red flag et un bon parti. Il est entre les deux, mais il penche davantage, et je le mets bien volontiers dans la balance, des mauvais partis qui sont au final très foireux, mais qui a l'air quand même un bon parti. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est tout simplement parce que Lord Dibling est effectivement un gentleman, et sur ce point c'est parfait. Mais
outre le fait qu'il est un gentleman, il a un côté très protecteur, mais, parce qu'il y a un gros mais, certes, il traite très bien Pénélope, il a tendance à être un bon gentleman, il a tendance à avoir beaucoup d'esprit, et sur ces points-là, on ne négocie pas, c'est très très bien. Il n'y a rien à redire à ce niveau. Mais, c'est quand même un homme qui compte sur le fait, et sans amour, dans une relation, il compte tout de même sur le fait que ce soit sa future partenaire qui va veiller à l'ordre et la gestion de ses affaires, de la famille du coup, de la maison et de tout ce qui a trait à sa vie. Donc en fait, sa future femme aura la charge d'absolument toutes les charges mentales possibles pendant que lui part à la chasse aux pingouins. Bon, c'est pas vraiment de la chasse, mais il part quand même derrière les pingouins. Enfin, excusez-moi, les manchots. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va compter sur le fait que ce soit une autre personne qui s'occupe de ses propres affaires, pendant que lui part répertorier des espèces en Antarctique pour au final revenir, tous les 2 ans. C'est pas une relation ça. Ou alors, si vous avez envie d'être très tranquille et de devoir des comptes à personne, c'est parfait. Mais en soi, sortir avec un fantôme, ça reste sortir avec personne. Donc effectivement, c'est pas spécialement sensé, et à mon sens, ça pourrait presque être un bon parti, mais au moins un peu d'amour, s'il vous plaît. Les vrais gentlemen de ma liste. Et ça va être très court parce qu'il n'y en a que 2. Les 2 meilleures parties de toutes les chroniques de Bridgerton jusqu'à la fin de la saison 3, ce sont le prince et Lord Anderson. Et on va commencer par le prince, et pourquoi c'est un bon parti. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un gentleman? Et là on peut parler d'un bon parti, parce que non seulement il est gentil, et c'est la première qualité que je vais citer parce que c'est ce qui se voit le plus, et c'est ce qui est le plus attirant aussi. C'est un gentleman, et un vrai gentleman, pas juste pour la forme, pas juste pour avoir une quelconque appréciation ou quoi que ce soit, aucun gain au final. C'est quelqu'un qui est vraiment gentil, qui est vraiment un gentleman, et pas juste pour la forme, pas juste pour obtenir une faveur quelle qu'elle soit. C'est vraiment l'essence même, la quintessence du gentleman, qui est à la fois gentil, attentif. Il a tendance à être extrêmement poli. Il a un côté aussi très protecteur, parce qu'on voit notamment à la fin de à la mi-saison 1, il me semble, qui va demander quand même à Daphné si au final elle est vraiment consentante sur son union avec le duc de Hastings. Et au final, on voit que c'est quelqu'un qui est profondément gentil, compréhensif, qui est vraiment un vrai gentleman, qui est vraiment là. En fait, c'est un homme consistant. C'est effectivement pas un homme qui ressemble à un berserk, mais c'est un homme qui est un gentleman, qui est vraiment gentil, qui est vraiment là au final, et c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est pas juste parce que c'est un prince, parce que concrètement on se marie dans la royauté. Si vous avez vu ma vidéo au final dans à quel point ça pouvait être foireux ou pas la royauté, etc. à la cour, je vous invite à regarder d'ailleurs. Vous avez compris déjà un peu mon point de vue sur la question de la royauté. Faire partie de la royauté et se marier avec un prince ou un roi, c'est pas spécialement ce qui est le plus envisageable. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet peut-être. Mais du coup, c'est vraiment quelqu'un qui est profondément gentil, ça se sent, et ça donne envie en fait de le connaître, ça donne envie aussi de voir si on peut créer une relation avec lui, si on s'entend bien sûr, et c'est ce qui donne envie justement d'aller vers lui. Et on va finir en beauté avec ce qui me semble être un excellent parti, le veuf d'ailleurs, qui s'appelle tout simplement Lord Anderson, qui est le frère de Lady Dunbury, et qui, à mon sens, est l'exemple parfait du gentleman qui certes a eu une vie avant, qui est veuf notamment, mais qui à la fois est patient, compréhensif. C'est un vrai gentleman. Il a une tendance à être dans une séduction, le fait de courtiser d'une manière très intéressante, parce que c'est du slow burn, c'est-à-dire que il est dans de la séduction très subtile,
très patiente avec un certain rythme. C'est pas quelqu'un qui va brusquer les choses. Et c'est ça qui est intéressant avec lui parce que, et à mon sens, c'est d'ailleurs la meilleure manière de séduire quand on veut établir une relation sur la durée, c'est-à-dire être sur une séduction fluide qui prend son temps, un temps qui est en rythme en accord avec les deux parties et qui se fait de manière très très douce, très paisible. On n'est pas sur quelque chose qui brusque, on n'est pas sur quelque chose de très impulsif et on est loin d'être une patiente qui arrive aussi vite qu'elle finit par repartir. Et c'est ça qui est intéressant chez Lord Anderson, c'est que on est sur du slow burn, on est sur une relation qui s'établit au fur et à mesure en prenant son temps et qui n'est pas là juste pour accéder au plaisir direct et à une espèce d'impulsivité à laquelle il pourrait répondre. On est sur un homme qui est vraiment un homme, qui est vraiment un gentleman, qui est vraiment protecteur, qui est vraiment présent. On est sur un masculin très incarné, très mature, très sérieux, qui est très... En fait, c'est quelqu'un qui a passé les étapes nécessaires dans sa vie pour être quelqu'un de très équilibré. Et c'est ce qui fait effectivement que je considère que Lord Anderson est probablement le meilleur parti, c'est mon top 10, hein, je vous le dis, pour la chronique des Bridgerton. À mon sens, Lord Anderson est le top 1 du meilleur parti, en tout cas pour la saison 3, parce que la saison 4, je ne l'ai pas encore vue, mais à mon sens, c'est vraiment la représentation de comment on devrait aborder les relations, c'est-à-dire on se rencontre, on prend son temps, c'est pas une séduction agressive, c'est pas non plus quelque chose de trop lent, on est sur vraiment un équilibre et une compréhension mutuelle qui est très intéressante et c'est ce qui fait également qu'il a un charme fou parce qu'on va pas se mentir, il est aussi très charmant. Mais c'est pas un charme provocateur, c'est pas quelqu'un qui a besoin de prouver quoi que ce soit, qui a besoin de plaire à tout le monde, c'est quelqu'un qui est juste présent, qui est juste là, qui a conscience de sa valeur et de la valeur de l'autre, et il n'est pas en train d'essayer de gagner un prix ou dans une espèce d'esprit de conquête étrange et tordu. On est sur quelqu'un qui est la quintessence du gentleman présent, protecteur, mais en même temps très compréhensif, qui a un côté très taquin d'une certaine manière, mais qui au final est très... Il est constant, il est consistant, et en fait c'est ça qui fait que Lord Anderson est très séduisant et également l'un des meilleurs partis parce qu'il n'est pas là pour de la performance, il n'est pas là juste pour trouver quelqu'un. Il tombe sur Violette Bridgerton et elle lui plaît et il prend son temps avec parce qu'il n'a pas envie de faire n'importe quoi avec elle et c'est quelqu'un qui agit après réflexion, il va pas juste faire ça parce qu'il s'est dit tiens je suis seul, je vais y aller. Non, non, il a beaucoup réfléchi à ça et c'est ce qui est intéressant là-dedans. On va finir sur cette note. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vais vous laisser et vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque dimanche. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button, stop the chatter, let's see what we